Imaginez un peu le scénario. Vous êtes un historien grec, un patriote jusqu'au bout des ongles, et par un coup du sort, vous voilà prisonnier. Et pas n'importe où, au cœur même de l'empire qui vient d'écraser votre peuple. Eh bien, c'est exactement l'histoire de Polybe, un homme qui va transformer cette tragédie, son exil, en une quête, une véritable obsession. Comprendre la plus grande puissance de son temps, Rome. Et cette question, c'est vraiment la clé de tout. Comment est-ce qu'une seule cité a pu, en moins de 53 ans, à peine une génération, soumettre la quasi-totalité du monde connu? On ne parle pas juste de raconter des batailles, là. Non, c'est une question fondamentale sur la nature même du pouvoir. Et c'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre Polybe, il faut savoir une chose. Avant de devenir l'historien de Rome, il a d'abord été un acteur de l'histoire grecque. Ce n'était pas, voyez, un intellectuel enfermé dans sa tour d'ivoire. Non. C'était un homme politique, un militaire, qui a vu, avec une angoisse palpable, son propre monde s'effriter face à ce nouveau géant. Et pour vraiment saisir son analyse de Rome, on doit d'abord comprendre ce qu'il a perdu. Polybe, on peut le dire, il est né dans la pourpre, vers 208 avant notre ère. Son père n'était autre qu'un des grands pontes de la fédération achéenne. Autant dire que son destin était tout tracé. C'était le pouvoir. Son éducation, un cocktail de stratégie militaire et de fines manœuvres politiques. Il avait ça dans le sang, une conviction profonde, la liberté de la Grèce avant tout le reste. Et attention, sa carrière, ce n'est pas de la théorie. En 170 avant notre ère, il est élu hipparque. Alors, hipparque, ça sonne bien, mais ce n'est pas un titre honorifique. C'est le commandant en chef de la cavalerie. Le voilà au sommet du pouvoir à prendre des décisions d'une importance capitale, alors que l'ombre de Rome plane de plus en plus menaçante. Chaque décision pouvait littéralement faire la différence entre la survie et la soumission. Et là, on arrive au moment qui change tout. On a sa naissance, son ascension politique, et puis en 168 avant notre ère, c'est le coup près, la bataille de Pydna. Rome n'a pas juste gagné une bataille, elle a écrasé la Macédoine, et avec elle, elle a anéanti les derniers souffles d'indépendance grecque. La domination romaine, ce n'est plus une vague menace, c'est un fait, brutal et implacable. Et pour Polybe, cette catastrophe collective va très vite devenir une tragédie très personnelle. Voilà, on y est. C'est ici que sa vie bascule complètement. L'homme politique grec influent devient un otage. Il est déporté de force à Rome. Et c'est justement ça, ce drame, qui va paradoxalement faire de lui peut-être le plus grand historien de Rome. Son exil forcé, c'est la clé de son œuvre. 1000, c'est un chiffre qui donne le vertige. 1000 notables de la fédération achéenne arrachés à leurs terres et déportés en Italie après la victoire romaine. Le calcul des Romains est simple et assez cynique. Pour s'assurer de la loyauté des Grecs, on prend leur élite en otage. Et Polybe, bien sûr, fait partie du lot. Son crime, ce n'est même pas d'avoir combattu Rome, c'est de ne pas l'avoir soutenu avec assez d'enthousiasme. 17 ans, c'est le temps qu'il va passer en exil. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. Passer près de 20 ans en résidence surveillée chez ceux qui ont vaincu votre patrie. C'est cette épreuve, cette longue épreuve, qui va transformer le patriote grec en un analyste quasi chirurgical de la puissance romaine. C'est de là que tout va naître. Mais, et c'est là tout le paradoxe de son histoire, Polybe est un otage, oui, mais c'est un otage de luxe. Son intelligence, sa culture, son rang, tout ça lui ouvre des portes qui sont normalement fermées à double tour. Il devient très proche, un ami même, du grand général Scipion Émilien, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Il va intégrer le fameux cercle des Scipions, une sorte de think tank de l'époque où se retrouvent politiciens et intellectuels. Bref, cet otage a un accès VIP aux coulisses du pouvoir. Il voit tout, de l'intérieur. Et c'est ça précisément qui le rend absolument unique. D'un côté, il a le regard extérieur, le regard critique du vaincu. De l'autre, il a l'accès, la compréhension de l'intérieur, de celui qui est presque devenu l'un des leurs. Il est à la fois dedans et dehors, un homme entre deux mondes. Et franchement, personne, absolument personne, n'était mieux placé que lui pour disséquer la machine romaine. Et c'est de cette expérience de vie complètement folle que va naître son chef-d'œuvre, Les Histoires. Un projet absolument monumental, né d'une seule et même obsession, répondre à cette fameuse question qu'on a posée au tout début. Son ambition, elle est démesurée. Il veut écrire ce qu'il appelle une histoire pragmatique. Une histoire qui ne se contente pas de raconter les événements, mais qui cherche à expliquer le pourquoi des choses. Mais là où son histoire devient aussi une immense tragédie, c'est pour nous. Sur les 40 livres qu'il a rédigés, seuls les 5 premiers nous sont parvenus intacts. Il faut bien se rendre compte, une part énorme de son analyse, de sa vision du monde, c'est tout simplement volatilisée, perdue à jamais. Ce qui est fou, c'est sa méthode. Elle est d'une modernité incroyable pour l'époque. Pour Polybe, fini les mythes, les interventions divines, les anecdotes croustillantes. Lui, ce qu'il veut, ce sont des causes, des explications rationnelles. Il impose un regard froid, distant, critique.
Il va plonger au cœur des institutions romaines, parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. La force de Rome, ce n'est pas magique. Elle vient de sa constitution, de son armée, et même de la façon dont elle utilise la religion comme un outil de contrôle social. Et par-dessus tout, sa règle d'or, se fier aux témoins directs, à ce qu'il a vu lui de ses propres yeux. C'est une vraie révolution dans la façon d'écrire l'histoire. Bon, alors, au final, que faut-il retenir de Polybe? Pour un étudiant en histoire aujourd'hui, par exemple, comment on s'y retrouve? Comment on fait le tri entre ce qui fait sa force et ce qui pourrait être une faiblesse? Allez, on fait le bilan point par point. L'intérêt historiographique, il est immense. C'est lui qui nous aide à décrypter l'impérialisme romain. C'est un pionnier de l'histoire qu'on appelle universelle, qui regarde tout le bassin méditerranéen. Et puis sa méthode, basée sur la causalité, est juste révolutionnaire. Ses avantages? Ils sont évidents, cette double perspective gréco-romaine, son accès direct à l'élite du pouvoir et le fait qu'il était un témoin direct des événements. Mais il y a des bémols, bien sûr. Ses faiblesses potentielles, son amitié très forte avec les Scipions a pu influencer son jugement, créer un certain biais. Et puis, à force de vivre à Rome, n'a-t-il pas fini par adopter leur point de vue? C'est une vraie question. Et enfin, le plus gros problème, le fait que son œuvre soit si fragmentaire. C'est une perte juste irréparable. Donc, pour conclure, il faut voir Polybe pour ce qu'il est. Ce n'est pas juste un chroniqueur qui aligne des dates et des faits. C'est l'un des tout premiers vrais politologues de l'histoire. Il n'a pas seulement raconté l'ascension de Rome, il essaie de démonter la mécanique du pouvoir, de mettre à nu son fonctionnement. Son analyse sur la naissance, la vie et la mort des empires, elle a directement inspiré des géants comme Machiavel ou Montesquieu, des siècles et des siècles plus tard. Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière question. Une question qui nous ramène directement à aujourd'hui. Quand on regarde dans notre monde, les dynamiques de pouvoir, l'ascension de certaines superpuissances, le déclin d'autres, est-ce que la grille de lecture de Polybe, vous savez, celle qui est basée sur la solidité des institutions, la cohésion sociale, la puissance militaire, est-ce que cette grille de lecture est toujours pertinente pour comprendre la géopolitique actuelle? La question reste ouverte.